bonsoir à tous, et puis merci d'être venus si nombreux après cette leçon inaugurale sur discuter sur les problèmes du stockage de l'énergie, de la conversion de l'énergie. Et aujourd'hui, on va commencer la série des cours concernant les différents aspects de cette leçon inaugurale. Aujourd'hui, ce sera un peu, je dirais, trapu, dans la mesure où je vais regarder la synthèse des matériaux et sur ces différents aspects et des matériaux pour l'énergie. Alors, on sera deux conférenciers, moi-même de l'université et mon collègue Gert Seder from MIT, qui vous donnera une conférence sur l'aspect théorique nécessaire pour faire la recherche des matériaux. Alors, ce qu'on va regarder, c'est les matériaux, mais laissez-moi d'abord vous rappeler le paysage de l'énergie, dans lequel c'est un domaine très vaste, qui va englober tout d'abord les énergies renouvelables et les énergies non renouvelables, allant dans les utilisations. Et tout ça, il va falloir stocker, convertir l'énergie afin de pouvoir l'utiliser. Et ce que je montrais dans toutes ces technologies qui sous-tendent cet aspect, eh bien, il y a un problème de matériaux. Et vous allez voir que les matériaux sont les éléments essentiels dans toutes ces technologies. Alors, parmi les matériaux, eh bien, il y a différentes sortes de matériaux. Vous avez les thermoélectriques, vous avez pour le stockage électrochimique les batteries, les piles à combustible, les supercondensateurs. Vous avez les matériaux pour la CO2, la séquestration du CO2. On peut voir dans ce cas les métal organic framework. On a les photovoltaïques, les électrochromes, les matériaux pour le stockage de l'hydrogène et les matériaux pour le nucléaire. Et on va voir que les matériaux sont essentiels, quelles que soient les approches considérées. Et il y a besoin constant de matériaux toujours plus performants. Et pour cela, je citerai une cotation de DARPA de 1960 qui était que la technologie est toujours limitée par la disponibilité des matériaux. D'où cet exposé va être finalement la philosophie derrière la recherche de ces matériaux. Alors, lorsqu'on a des matériaux, eh bien, il va y avoir différentes approches. Alors, ce qu'on veut, malheureusement, c'est des matériaux à propriétés multiples, voire antinomiques. Et si je prends le cas des thermoélectriques, par exemple, qui ont la spécificité de transformer par effet Pelletier de l'électricité en chaleur et ensuite de l'électricité en froid, et bien dans ce cas, on veut des matériaux, comme vous pouvez voir ici, qui ont une conductivité électrique importante et une conductivité thermique faible. Et ça va à l'encontre des lois de la physique qui vous disent que l'électron peut transporter l'électricité et transporter la chaleur. Donc, par conséquent, dans ce cas, il faudra avoir des astuces au niveau du réseau cristallographique, c'est-à-dire des phonons. Dans le cas du stockage électrochimique, là aussi, la liste est longue. Il faut des matériaux à des conductions électroniques élevées, des conductions ioniques élevées, avec des sites cristallographiques vacants, de larges particules, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, il y a pas mal de conditions. Ensuite, lorsqu'on fait ces recherches, au niveau technologie, faire un matériau, ce n'est pas suffisant. Il faut pouvoir l'intégrer. C'est-à-dire qu'en ce cas, on devra considérer l'intégration dans tout système comme dispositif qu'on va utiliser. Il faudra élaborer les électrodes, configurer les accumulateurs, de façon à pouvoir tout simplement rentrer dans ces différentes automobiles. Et finalement, un troisième aspect important et qui devient très important, c'est qu'il va falloir faire ça dans le contexte du développement durable, c'est-à-dire qu'il va falloir maîtriser toutes les étapes de la vie du matériau, de son élaboration à sa dégradation. Et ça va devenir aussi un facteur très important. Alors pour faire cela, eh bien, il y a deux sortes d'approches. La première approche va consister à prendre des matériaux qui existent déjà et essayer de les améliorer en jouant sur la composition chimique, sur la structure, ou alors sur la morphologie via différents procédés d'élaboration. Et ensuite, il y aura ce que j'appellerais le design de nouveaux matériaux, c'est-à-dire la recherche de nouveaux composés. Et dans ce cas, on va faire ça sur des considérations chimiques, structurales, thermodynamiques et d'ionocovalence. Et bien sûr, il faudra aussi de la méthode théorie combinatoire, et le second conférencier ce soir vous parlera de ça. Mais dans tous les cas, eh bien, je pense que malgré que la théorie, il faut toujours l'intuition, il faut une bonne cohabitation entre le chimiste expérimental et le chimiste théoricien pour finalement établir la boîte à outils qu'on va tous utiliser pour faire ces matériaux. Alors, quelle va être cette boîte à outils? Et on va regarder ça. Alors, pour aujourd'hui, je vais m'intéresser tout simplement aux matériaux pour batteries, matériaux d'électrodes. Mais la problématique de ces matériaux est exactement la même que l'on retrouverait pour les matériaux thermoélectriques, pour les matériaux pour le photovoltaïque, et ainsi de suite. C'est toujours la même approche, toujours la même systématique.
Alors je vais prendre dans ce cas les batteries, les fameuses batteries à ion lithium que vous avez tous dans vos téléphones portables et ainsi de suite. Ces batteries ou ces accumulateurs ou ces électrodes travaillent sur le principe d'une réaction d'insertion et de déinsertion. Ça veut dire qu'en ce cas, le matériau d'électrode est une éponge qui va absorber et relâcher le lithium lorsque vous allez charger et décharger votre accumulateur. Alors bien sûr, pour cela, comme vous pouvez le voir, il va vous falloir des ions, il va falloir des électrons. Et c'est ce qu'on appelle la dualité ion-électron. S'il y a une dualité ion-électron, ça veut dire que si on considère un matériau, eh bien dans ce cas, ça veut dire qu'il va falloir considérer la structure cristallographique, car c'est là que les ions vont aller se localiser, et également la structure électronique, car les électrons vont aller dans la structure de bande. D'où, lorsqu'on va dessiner un matériau, il faudra entrer en jeu ces considérations cristallographiques et électroniques. Ça veut dire qu'à tout temps, eh bien, il va falloir, en tout point de votre électrode, de votre matériau, des ions et des électrons, c'est-à-dire faire des composites, élaborer des composites avec une conductivité électrique et ionique. Et tout ça, eh bien, pour déterminer une capacité d'électrode, et finalement c'est ce qui vous importe, car c'est ce que vous allez utiliser, qui va être directement déterminé par ces deux chiffres, dans lequel delta X va être le nombre de lacunes de votre matériau au départ, et M, ce qui est très important, le poids moléculaire. Et bien sûr, plus M va être grand, plus votre capacité sera faible, et par conséquent, plus votre matériau sera désintéressant. Alors maintenant, vous voyez déjà qu'on a mis pas mal de contraintes, et on va voir finalement ce qui nous reste dans le tableau périodique. Voilà le tableau périodique, et vous allez voir que là, il y a beaucoup de place pour être créatif, mais lorsque je vais sortir toutes les conditions, il n'y va plus rester grand-chose. Alors je vous ai dit, on ne veut pas des matériaux qui sont relativement dangereux, nocifs, d'où il y en a déjà qui sortent, comme on voit ici, avec le mercure, et ainsi de suite. Ensuite, on ne veut pas des matériaux qui sont très lourds. Et c'est le type des actinoïdes, où là, dans ce cas, ils sont lourds et rares. D'où ça ne convient pas non plus. Ensuite, on ne veut pas des matériaux très chers, et ainsi de suite. Ensuite, on ne veut pas directement les terres rares, car dans ce cas, vous doublez la masse, d'où la capacité sera faible. Vous voyez déjà comment on a restreint. On ne veut pas les non-métaux, d'où finalement, il nous reste les éléments de métaux 3D, et parmi lesquels le titane, le manganèse, le fer, le cobalt et le nickel sont finalement ceux avec qui on va utiliser. D'où on va, dans cette chimie ou électrochimie, considérer ces éléments et voir ce qui se passe. Alors bien sûr, lorsqu'on fait de la recherche, on ne va pas d'abord se limiter à ces matériaux. On va d'abord faire une recherche générale, et ce n'est qu'ensuite, lorsqu'on aura trouvé les principes et les concepts, qu'on va finalement revenir à ces matériaux importants. D'où on va travailler avec des éléments comme le fer, le manganèse, le titane. Et dans ce cas, eh bien, il faudra que ces éléments soient abondants, et on va essayer de développer des méthodes de synthèse que j'appellerais éco-efficaces, c'est-à-dire qui peuvent se produire à basse température. Alors, comment faire ces recherches? Alors, pour cela, eh bien, il y a deux grandes méthodes. Et ça a changé avec la génération. Auparavant, c'était les méthodes classiques, les méthodes haute température, dans lesquelles, en ce cas, c'était la mobilité des réactants qui était importante. Et dans ce cas, on ne s'intéressait pas tellement au mécanisme réactionnel, car on faisait ça aux températures. Et bien sûr, on ne synthétisait que des phases qui étaient prévues par des considérations thermodynamiques. Et suite à la crise pétrolière, dans les années 1970, eh bien, il y a eu l'apparition de la chimie douce, notamment avec l'apport de Jacques Livage, où on a commencé à pouvoir préparer des matériaux métastables, c'est-à-dire qui ne pouvaient pas se préparer aux températures. Et là, comme vous allez le voir dans cet exposé, où il y avait une relation structurelle entre le matériau de départ, qu'on appellera le matériau mère, et le matériau d'arrivée, qui est le matériau fils, et ainsi de suite. D'où, dans cet exposé, eh bien, je vais vous mentionner un peu ces deux aspects de la synthèse, où je vais considérer les matériaux indiqués ici, qui sont les matériaux utilisés ou en voie d'être utilisés pour tout ce qui est les accumulateurs à ion lithium, comme vous allez le voir par la suite. Alors, je vais tout d'abord considérer les hautes températures, et bien sûr, je vous ai dit, tout ça va utiliser les métaux 3D. Donc, par conséquent, je vais essayer maintenant de vous donner quelles sont les règles, ou si je peux dire, les 10 commandements qu'un chimiste du solide doit savoir pour faire de la synthèse inorganique. Alors, tout d'abord, il est indispensable de pouvoir, si je veux dire, surfer dans le tableau périodique. Surfer dans le tableau périodique, ça veut dire qu'en ce cas, eh bien, il faut savoir que lorsqu'on va directement de la gauche vers la droite, l'électronégativité augmente, le rayon ionique décroît et le pouvoir oxydant augmente. Lorsqu'on descend le tableau périodique, l'électronégativité décroît et le rayon ionique augmente. Alors finalement, dans tout ça,
eh bien, il y a une valeur qui va être importante pour le chimiste inorganicien, si je peux dire, c'est cette fameuse énergie d'ionisation. Alors, l'énergie d'ionisation, c'est quoi? Vous avez un atome et vous avez des électrons. Ce n'est rien d'autre que l'énergie pour prendre l'électron et le mener à l'infini. Et ça, eh bien, ça va vous donner toutes les propriétés, finalement, du solide et atome. Tout d'abord, on peut s'apercevoir que, finalement, on va pouvoir déterminer les propriétés oxydoréductrices des différents éléments. Par exemple, si je prends un cation, eh bien, lorsque je vais directement sortir un électron, bien sûr, il va falloir être plus difficile à sortir en seconde, plus difficile à sortir en troisième, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'en ce cas, on peut définir le pouvoir réducteur. On aura les réducteurs forts pour des N relativement faibles et les oxydants forts pour des N élevés. Par la suite, je vous ai mentionné que lorsqu'on passait dans les éléments 3D, le rayon ionique décroît. Si le rayon ionique décroît, juste par attraction coulombienne, eh bien dans ce cas, il sera plus difficile de retirer un électron, d'où par conséquent l'énergie d'ionisation sera plus importante lorsqu'on va passer du vanadium, chrome, manganèse, et ainsi de suite. Ça veut dire qu'en ce cas, on sait où vont être directement les éléments réducteurs et les éléments forts. Et le point le plus important, certainement, c'est de savoir que les métaux sont nettement plus électropositifs que les anions. Et ça veut dire qu'en ce cas, le delta H d'ionisation va être plus faible pour les métaux que pour, dans ce cas, les chalcogènes ou les anions. Ça veut dire qu'on définit ici un delta E qui va être l'énergie entre le cation et l'anion. Et cette valeur va être primordiale pour déterminer ce qu'on appelle, et ce qu'adorent les chimistes inorganiciens, qui est l'ionocovalence à liaison. Alors, l'ionocovalence à liaison, c'est quoi? Alors là aussi, j'ai simplifié énormément. Je vais prendre directement une liaison dans laquelle je mets un atome M et un atome X. Et je mets le doublet électronique, bien sûr, qui va faire la liaison. Si je suis dans une situation covalente, eh bien dans ce cas, vous voyez, le doublet va être situé au milieu de la liaison. Maintenant, si je suis dans une situation purement ionique, eh bien, le doublet va être situé sur mon atome X. Et bien sûr, en chimie inorganique, c'est jamais noir ou blanc, c'est toujours gris. Il va toujours y avoir un degré de ionocovalence. Alors bien sûr, on aura dans ce cas un comportement ionique lorsque l'électronégativité entre les deux va être importante, comme on peut le voir ici. Mais ça, eh bien, finalement, ça ouvre toute la connaissance de la chimie du solide. À partir de ça, si j'ai un delta moins ici, très important, un delta moins très important, vous savez que dans ce cas, s'il y a un proton qui passe autour, eh bien, je vais l'absorber. Dans ce cas, je suis en train de définir les propriétés acido-basiques. Et en effet, si j'ai maintenant un delta moins qui est très important, j'aurai un proton qui va s'absorber, et j'aurai dans ce cas un comportement, une base. C'est la raison pour laquelle on va associer purement ionique, comportement basique, et purement covalent, comportement acide. Et ainsi, vous avez NiO dans lequel vous avez Ni plus 2, dans ce cas, eh bien, on a un comportement ionique. Si maintenant je prends SiO2, ou si je prenais l'oxyde de tungstène, avec des cations à une charge élevée, eh bien, j'aurai dans ce cas un comportement acide. C'est pour ça qu'on peut classer les oxydes selon leur base et leur caractère. Alors tout ça, si on est puriste, on peut regarder quelle est la définition d'un oxyde basique. C'est directement un métal qui va donner le sel dont le cation est indiqué ici, ou un oxyde acide, il va donner un oxysel, comme mentionné ici. Alors, ce qui est important à partir de ça, eh bien, je vais revenir maintenant dans un diagramme d'orbital moléculaire dans lequel je vais pouvoir mettre mes éléments du métal 3D et mes éléments de l'anion. Et là, vous voyez que dans le cas où j'ai un modèle complètement ionique, ça veut dire qu'en ce cas, je n'ai pas de liaison ou très faible liaison, eh bien, les niveaux ne vont pas changer. Par contre, si j'ai directement un modèle covalent, je vais avoir des orbitales liantes et des orbitales antiliantes. Et cette orbitale antiliante, comme vous pouvez le voir bien sûr, est au-dessus du niveau du 3D métal. Mais plus ma liaison sera covalente, plus cet éclatement sera important. Et ça va être important pour un chimiste inorganicien de comprendre finalement ce qui est, je dirais, la règle importante pour chercher de nouveaux matériaux, qui est ce que je vais appeler l'effet inductif. Alors l'effet inductif, là je suis en train de passer des diagrammes orbitalaires dans lesquels j'ai des niveaux discrets, et maintenant je passe dans un cristal. Automatiquement, ces niveaux vont se recouvrir et vont former des bandes. Et dans ce cas, vous avez directement les bandes, et on a des composés de la même structure, une structure nasicone, dans lequel on va pouvoir maintenant comparer le potentiel redox en fonction de cette fameuse ionocovalence. Et vous voyez que lorsqu'on passe pour le fer,
lorsqu'on passe du phosphore au tungstène au soufre, on va augmenter l'électronégativité. Et bien dans ce cas, on va tout simplement augmenter le potentiel. Pourquoi? On revient sur l'exemple très simple que j'ai montré. Vous prenez directement ce système dans lequel vous représentez les atomes avec des ressorts. Si maintenant j'augmente l'électronégativité ici, vous voyez, vous prenez tout simplement ce doublet, il va aller vers l'oxygène, d'où la liaison va devenir plus ionique. Si la liaison devient plus ionique, rappelez-vous, dans ce cas, les sigma étoiles, sigma se rapprochent, et on a, dans ce cas, un potentiel plus élevé. Donc voilà, si vous voulez, les conditions ou les règles que l'on doit savoir pour faire de la chimie organique dans ce domaine. Alors ensuite, il y a beaucoup d'autres règles, mais n'ayez crainte, il n'y en a que 10, dans lesquelles maintenant, on va regarder la stabilité des ions et quelques tendances. Et là aussi, au contraire du second conférencier qui va regarder en étant plus compliqué, ici je joue entre des boules et qui vont interagir. Et maintenant, je vais regarder le degré d'oxydation. Lorsque je vais tout simplement de la gauche vers la droite, si la taille des ions diminue, ça veut dire qu'en ce cas, l'état d'oxydation augmente. Donc il va y avoir une répulsion importante, et si la taille diminue automatiquement, on aura des éléments avec un grand nombre d'oxydations tout simplement à la gauche et non à la droite. Et effectivement, on ne pourra jamais avoir du nickel plus 4 ou nickel plus 5, alors qu'on peut avoir tout simplement du vanadium plus 4 et ainsi de suite. Et ça s'explique tout simplement par des interactions coulombiennes avec les différentes anions et ainsi de suite. Un autre exemple pour regarder la stabilité des ions est également ce que j'ai appelé le rôle du ligand ou la règle du tailleur. Finalement, dans ce cas, vous avez un cation et vous avez un anion. Et vous supposez une boîte et vous regardez les interactions. Alors, il y a bien sûr les règles de Goldschmidt qui vont déterminer la coordination du cation, mais un exemple simple, je vais prendre cet octaèdre ici, regardez, vous avez un cation et vous avez l'oxygène. Si maintenant je remplace l'oxygène par un ion qui est beaucoup plus gros, ça veut dire qu'en ce cas, eh bien, il y aura beaucoup moins de pression sur mon cation. Ça veut dire qu'en ce cas, je ne vais pas obtenir des états d'oxydation élevés, mais des états d'oxydation faibles. D'où la raison pour laquelle, eh bien, on aura les cations avec des états d'oxydation élevés seulement pour l'oxygène. Ensuite, on va décroître au soufre et au sélénium. Et dans ce cas, on aura une décroissance du nombre d'oxydation du cation. D'où, de nouveau, c'est ce que j'appelle la règle du tailleur. On a un cube, on a un cation et on a des anions. Et finalement, c'est un jeu de billes ou un jeu de boules. Comment on va pouvoir faire interagir tout ça? Alors, comment on fait tout ça? Alors, bien sûr, le chimiste inorganicien, qu'est-ce qu'il a? Eh bien, il a la température et la pression. D'où, vous voyez, ça c'est très important. Finalement, vous prenez ça, c'est presque cet octaèdre, c'est un accordéon. Eh bien, on va tout simplement essayer de jouer avec cet accordéon. Alors, pour cela, eh bien, il va y avoir des importances énormes. C'est-à-dire que si maintenant on joue avec la température, eh bien, lorsque, par exemple, on va être à basse température, il va dans ce cas avoir une distorsion qui va être reliée au fait que certaines liaisons n'ont pas les mêmes longueurs, et ainsi de suite. Et lorsqu'on va augmenter la température, on va dans ce cas augmenter la dilatation thermique, les atomes vont tout simplement se déplacer autour de l'équilibre, et on va avoir une transition d'un aspect de monoclinique à une transition, comme vous avez indiqué ici, tétragonale. C'est-à-dire que lorsqu'on va augmenter la température, on va augmenter la symétrie, puisque dans ce cas, on va moyenniser le système. Et ça se voit très bien dans le cas, par exemple, du ZRO2, où on passe d'une symétrie tétragonale à une symétrie cubique, comme indiqué ici. Et voilà aussi, vous voyez, vous avez une distorsion, et on moyennise lorsqu'on passe aux températures, et dans ce cas, il faut quand même des températures de 2300 degrés C. D'où, ça, finalement, c'est le paramètre température que l'on va avoir, ou qu'on va pouvoir jouer pour synthétiser des phases X ou Y. Ensuite, il y a le paramètre pression. Dans le cas de la pression, eh bien là, ce qu'on regarde, eh bien, on va avoir la même chose. Si on prend un composé du type ZNO, structure de type Wurtzit, dans lequel, dans ce cas, le zinc est à l'intérieur d'un tétraèdre, lorsqu'on applique à la pression, eh bien, dans ce cas, on va tout simplement passer d'un environnement tétraédrique à un environnement cubique, comme indiqué ici. Pourquoi? Parce que dans ce cas, lorsque vous mettez la pression, vous allez tout simplement rapprocher les cations ensemble, vous allez créer un système qui est instable, et automatiquement, on va évoluer en environnement octaédrique. La même chose se passe dans le cas de structures perovskites, où, dans ce cas, eh bien, on a une évolution de ces structures en fonction de la pression.
dans ce cas, on a toujours 2 oxygènes par métal, mais par contre, comme vous pouvez le voir ici, eh bien, lorsqu'on va augmenter la pression, le nombre de liaisons avec l'oxygène va décroître, des liaisons avec le sommet va décroître au fur et à mesure qu'on va passer, on va augmenter la pression, car dans ce cas, on passe de face, d'arête, et vous voyez ici, on n'a plus que des sommets. Tout ça, si vous voulez, c'est l'effet de la pression. Alors, maintenant, je vous ai montré cet effet de la pression et comment on va pouvoir l'utiliser. Alors, là aussi, naturellement, ça existe. En effet, si on veut faire l'aspect physique, il va falloir des presses, il va falloir des fours et autres. Et là, vous regardez tout simplement ce qui se passe dans la nature, où, si vous prenez directement la composition magnésium SiO3, eh bien, si vous regardez à l'intérieur de la Terre, qui est un minerai, à 600 km, vous avez la structure ilménite dans laquelle vous avez dans ce cas du magnésium du fer, tout est en coordinate 6. Maintenant, si vous allez plus profond, c'est-à-dire plus haute température et plus grande pression, et bien dans ce cas, vous voyez, vous devenez, comme vous l'avez dit, plus symétrique, et on passe dans ce cas à une coordinate 12 pour le magnésium et le fer. Donc voilà, si vous voulez, ce que le chimiste organicien va tenter de faire, c'est-à-dire de dupliquer, avec la température et la pression, ce que la nature a pu faire. Alors, également, on a de la chance, c'est qu'on peut jouer avec la chimie et tenter, dans une structure, de faire cet effet de la pression. Là, je prends par exemple le cas d'un composé qui est BaTiO3, qui est un ferroélectrique. Dans ce cas, vous avez une transition quadratique cubique par la température. Eh bien, vous voyez qu'en ce cas, si je fais une substitution au site du barium, eh bien, je vais pouvoir passer d'une structure quadratique à cubique. Et je vais vous expliquer pourquoi dans 2 secondes. En effet, on va pouvoir maintenant changer cet ordre d'oxydation. Car la pression qu'on peut mettre physiquement, eh bien, un chimiste sait comment la mettre en jouant une fois de plus sur la liaison iono-covalente. Par exemple, si je prends ce composé, lantane 2 LiFeO6, vous voyez qu'en ce composé, j'ai du fer plus 5. Comment le fer plus 5, rappelez-vous, dans ce cas, j'ai sorti, il faut que je condense énormément, d'où il me faut une pression énorme. Mais je peux le faire chimiquement, si dans ce cas, eh bien, je mets tout simplement une liaison LiO qui va être une liaison fortement ionique, qui va automatiquement stabiliser ma liaison covalente pour avoir du fer plus 5. La même chose, je peux faire la même chose dans La2CO4, qui est un matériau très connu par ceux qui ont travaillé sur la Supra, ou dans ce cas, si je veux générer du cuivre plus 3, eh bien de nouveau, je vais créer une liaison ionique, lithium-oxygène, pour renforcer la covalence de la liaison CiO. D'où, de nouveau, savoir jouer avec cette ionocovalence est très important. D'où par conséquent, eh bien maintenant, je vais vous montrer un peu quelles sont les démarches que l'on fait dans le laboratoire lorsqu'on veut synthétiser de nouveaux matériaux. Alors par exemple, je vais synthétiser une phase AX, MY, OZ. Voilà les questions que je vais me poser. Tout d'abord, pourquoi ce composé? Soit on va opérer par homothétie avec d'autres phases qui existaient déjà, ou alors des calculs théoriques ont montré que ces phases pouvaient être stables. Ensuite, il va falloir le choix des précurseurs. Ce qui va être important, ça va être le coût, la température de fusion ou de décomposition et le caractère oxydant-réducteur. Et ensuite, bien sûr, il va falloir que je décide si je dois directement travailler sous oxygène, sous azote ou sous vide. Alors pour ça, je vais avoir encore des règles. Et les règles sont toujours la même. Si je prends une atmosphère oxydante, eh bien une atmosphère oxydante, en ce cas, ça veut dire que je vais avoir une contraction de l'octaèdre et une augmentation de N. Ça veut dire qu'en ce cas, je vais stabiliser les cations à des degrés d'oxydation élevés. Si maintenant, bien sûr, je prends une atmosphère réductrice, que l'on fera généralement en prenant des mélanges argon-hydrogène, eh bien, dans ce cas, j'aurai tout simplement une dilatation de l'octaèdre et une augmentation de N. Okay? Car l'octaèdre augmente, automatiquement, j'ai beaucoup plus de place, d'où l'ion peut grossir, et automatiquement, l'état d'oxydation est plus faible. Et ensuite, eh bien, je vais avoir le cas où si j'augmente la température, j'aurai une dilatation, et dans ce cas, je favoriserai des N plus faibles. Et enfin, je peux avoir la température et la pression, ou j'aurai des effets opposés sur N+, et là, il faudra que j'ajuste. Alors l'exemple que je vais prendre est un exemple d'un composé spinel LiM2O4 qui est utilisé aujourd'hui dans des batteries pour le véhicule électrique et autres. Alors là aussi, la réaction est relativement simple. Je vais faire réagir l'oxyde de manganèse avec du carbonate de lithium.
Mais vous voyez ici, j'ai différentes possibilités. Voilà toutes mes sources manganèse et toutes mes sources lithium. Et lorsque je fais ce choix, eh bien, il faut que je fasse attention à ce qui se passe. Si par exemple je prends un nitrate, eh bien, ça veut dire qu'en ce cas, je suis obligé de réfléchir que si j'ai un nitrate, eh bien, je vais être tout simplement dans une atmosphère oxydante lorsque je serai à 600 ou 700 degrés, car je vais générer dans ce cas des ions nitrosium, ainsi de suite. Maintenant, si je prends le cas, par exemple, dans ce cas de l'oxalate, eh bien, l'oxalate lithium-2-CO2O4, eh bien, il faut savoir que celui-ci va se décomposer à 600 degrés avec un mélange de CO et CO2, et ce CO va jouer le rôle de caractère réducteur. D'où par conséquent, je dois directement jouer avec tous ces éléments. Et, bien sûr, lorsque je fais une réaction à l'état solide, vous savez qu'en ce cas, j'ai un transport de matière entre les deux phases, eh bien, je vais essayer de passer à l'état de nanoparticules pour favoriser les réactions ou diminuer le temps de parcours de mes différents ions. Et c'est pour ça que soit, dans ce cas, je vais essayer de faire des mélanges par solution ou par précipitation, ou alors utiliser le broyage mécanique pour tout simplement réduire la taille des particules. Et si je fais ça, eh bien, voilà comment on peut faire des matériaux. On prend différentes compositions et on mesure leurs paramètres de maille en fonction de la teneur en lithium. Et vous voyez qu'en ce composé, eh bien, je détermine tout simplement un domaine de solution solide dans lequel ce composé peut exister. Et si je suis trop pauvre en lithium, eh bien, j'ai des phases secondaires, Mn2O3, ou alors c'est des phases de lithium 2, MnO4, dans le cas où je suis en excès de lithium. Donc voilà, si vous voulez, une approche que l'on peut faire. Alors maintenant, lorsqu'on veut faire un matériau d'électrode, eh bien, on veut être capable également de lui donner une forme, une morphologie, pour, de nouveau, augmenter les capacités de cet accumulateur. Alors là, bien, on va également jouer sur les matériaux et trouver notre méthode de synthèse. Et c'est pour ça que je vais vous montrer par la suite une méthode de synthèse qui va être indiquée ici. Alors maintenant, vous prenez ce matériau, comme vous le voyez ici, dans lequel je chauffe en température, et vous avez la perte en poids en fonction de la température. Vous voyez qu'en ce cas, ce matériau perd de l'oxygène, d'où sa stoichiométrie va changer. Ça veut dire que si l'oxygène diminue, automatiquement, il faut que je garde ma neutralité électronique, d'où mon taux en manganèse va augmenter. Ça, c'est important, parce que maintenant, je vais arriver à la notion de trempe. C'est-à-dire que ce qu'on peut faire, lorsqu'on fait de la chimie organique, c'est-à-dire que si maintenant, je veux garder un matériau dans lequel j'ai un état d'oxydation bien précis, eh bien, je vais le tremper. Et là, vous avez tout simplement le changement de paramètres entre des matériaux qui ont été trempés et des matériaux qui ont été refroidis lentement. Et qu'est-ce que vous voyez? Que lorsque le matériau a été refroidi lentement, le paramètre reste le même. Par contre, lorsque le matériau est trempé, le paramètre de maille augmente. Le paramètre de maille augmente, ça veut dire qu'en ce cas, eh bien, l'ion grossit. Si l'ion grossit, ça veut dire qu'en ce cas, eh bien, je passe de manganèse plus 4 à manganèse plus 3. D'où c'est la raison pour laquelle le paramètre de maille augmente. Eh bien, ce que l'on peut faire pour obtenir ces matériaux, eh bien, on va se placer ici. Vous voyez, on va chauffer. Et lorsque je suis à cette température, eh bien, je vais prendre directement mon échantillon et le refroidir rapidement en par exemple, le mettant dans de l'azote, ainsi de suite. Et j'obtiens effectivement ces matériaux dans lesquels j'ai un état d'oxydation qui va être différent. Donc voilà, si vous voulez, comment on peut préparer ces composés. Alors maintenant, ce que je vous disais, c'est que si je veux jouer sur la morphologie, eh bien, je vais regarder d'autres méthodes de synthèse. Et ce que vous avez ici, c'est que je vais prendre d'autres précurseurs dans lesquels je vais prendre, dans ce cas, un glycolate de manganèse. Et ce glycolate de manganèse, on l'obtient à partir de MnO2 en milieu basique avec LiOH. Et vous voyez qu'en ce cas, j'obtiens des particules bien définies, relativement plates. Je vais faire réagir ça avec son équivalent de l'éthylène-glycolate de lithium. Et lorsque je fais ça, eh bien, comme vous pouvez le voir ici, je vais maintenir la forme des particules. Et de plus, ce qui est intéressant, puisqu'on a bien sûr les glycolates, on a des réactions d'autocombustion qui sont relativement rapides, avec un dégagement gazeux qui va faire en sorte que mes particules vont devenir trouées, et la situation adéquate pour faire un matériau d'électrode, puisqu'en ce cas, je vais pouvoir directement avoir des particules dans lesquelles mon électrolyte va pouvoir tout simplement rentrer et réduire ma distance entre l'arrivée et la sortie directement des ions lorsque je vais faire décharger ma batterie. Et vous voyez que par ces méthodes, eh bien, on peut obtenir des composés qui sont totalement différents de ceux qu'on prépare par la méthode céramique classique. Avec la différence de plus que dans un cas, la synthèse d'un jour, alors qu'en ce cas, la synthèse de 3 jours, où là, vous voyez des matériaux qui ont bien sûr des faces bien définies, mais qui ne sont pas excellents
comme ces derniers pour des propriétés électrochimiques. Alors toujours à la recherche de ces propriétés électrochimiques, eh bien, on peut appliquer une méthode encore bien connue de tous en chimie inorganique, qui est la méthode des templates ou la méthode des moules. Et dans ce cas, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre un moule. Donc, grosso modo, dans ce cas, on prend une zéolite, qualité 6, mais prenons par exemple une éponge dans laquelle il y a des pores, et ainsi de suite. Et bien dans ce cas, on prend cette éponge, il y a des pores, on va aller déposer une solution de nitrate de manganèse qui va tout simplement rester à l'intérieur de ces pores, et ensuite je vais dissoudre mon moule avec un AOH pour obtenir tout simplement un composé qui va être l'oxyde de manganèse. Ensuite, je vais faire réagir ce dernier avec ma base LiOH pour obtenir tout simplement ici mon composé lithium Mn2O4. Et si je fais ça, eh bien j'ai tout simplement une replique, c'est-à-dire que la structure ou la morphologie de ce matériau, la texture, pardon, est identique, c'est la replique de mon moule de départ. Et en effet, on le voit très bien par microscopie. Vous voyez ici une image de microscopie à haute résolution. Vous voyez tout simplement, si je peux dire, les alvéoles de mon matériau de départ. Et ensuite, vous voyez ici, eh bien, j'ai des pores, et c'est ces pores qui vont recevoir l'électrolyte et qui vont permettre tout simplement une très bonne diffusion à l'intérieur de mon matériau d'électrode. Et si on fait ça, bien effectivement, on a des matériaux qui ont des puissances relativement intéressantes en termes d'utilisation, comme indiqué ici. Donc, si vous voulez, voilà ce que l'on peut faire sur ces matériaux. Je vais vous prendre un autre exemple pour vous montrer également ce qui fait sur un matériau qui est certainement les plus étudiés aujourd'hui et dont le conférencier par la suite en parlera, qui est le fameux LiFePO4, qui est en train de devenir le matériau de choix pour tout ce qui est application véhicule électrique. Alors ce matériau, comme vous allez voir, il y a de nombreuses façons de le préparer. Il y a bien sûr la façon haute température, la façon céramique, où là, eh bien, je vous ai mis différentes sortes de sources, de réactants, pour faire ce matériau. Je les ai coupés en deux, car il y a une différence essentielle. Vous voyez que dans ce cas, eh bien, j'utilise directement un précurseur qui sera en état d'oxydation plus 2. Et là aussi, faites attention, j'ai un précurseur en état d'oxydation plus 2, et le fer de la matériau que je veux préparer est également à l'état d'oxydation plus 2. Ça veut dire que dans ce cas, j'essaie d'avoir les mêmes états d'oxydation. Par contre, ici, je vais travailler avec des nitrates avec du fer plus 3. D'où, par conséquent, si je veux faire ça pour des raisons de coût ou autres, ok, je pars avec un fer plus 3, mais je veux arriver avec un fer plus 2. D'où il me faudra un milieu réducteur. C'est la raison pour laquelle je ferai mes réactions sous des atmosphères réductrices qui sont N2OH2. Donc, par conséquent, là aussi, il va falloir tout simplement voir les différentes sortes d'atmosphères et jouer avec cela. Bien sûr, il ne faut pas être trop réducteur, car dans ce cas, vous allez réduire le fer plus 2 en fer métallique. Et si on travaille sous air, automatiquement, dans ce cas, vous allez oxyder le fer, et vous allez passer de fer plus 2 à fer plus 3. Donc voilà, si vous voulez, les genres de synthèse qui peuvent se faire par la voie céramique. Et ce matériau, comme je vous l'avais mentionné dans ma leçon inaugurale, est un matériau isolant. Donc par conséquent, il faut lui mettre un enrobage de carbone pour qu'il fonctionne. Alors pour cela, eh bien, il y a différentes méthodes qui consistent soit à utiliser un broyage mécanique avec le carbone, ou alors, dans ce cas, faire de la pyrolyse en présence de sucre. C'est-à-dire que vous prenez votre poudre, vous mettez la poudre dans une solution avec du sucre, vous filtrez, et ensuite vous chauffez, et vous allez pyrolyser le sucre et obtenir du carbone. Alors cela peut se faire également par des méthodes, je dirais, plus directes, et c'est une méthode qui a été développée dans notre laboratoire, qu'on appellera une méthode dérivée de la méthode Piccini, où dans ce cas, on va faire finalement la réaction dans le même récipient. Et on va faire la synthèse plus l'enrobage. Et pour cela, eh bien, on va partir des mélanges dont j'ai mentionné. Vous voyez, on va prendre un nitrate ici, et on va prendre LiH2PO4, mais on va prendre dans ce cas un monomère, qui va être l'acrylonitrile. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va chauffer cela, et on ajoute ensuite de l'eau oxygénée pour initier la polymérisation tout simplement de l'acrylonitrique, et également de l'acide stérique comme surfactant pour empêcher la coalescence des différentes particules. Et lorsqu'on fait cela, bien, vous voyez, on va obtenir un solide qui est amorphe, plus le polymère qui va polymériser avec le polymère qui va entourer les différentes particules. Et maintenant, on a finalement la situation idéale que je cherchais auparavant, c'est-à-dire que si je chauffe, eh bien, je vais avoir une pyrolyse de ce polymère et je vais terminer avec des particules, comme indiqué ici, qui vont être de cette forme. Mais si on regarde ces particules par haute résolution, eh bien, on s'aperçoit qu'elles ont effectivement, on voit très bien
la structure de lithium FePO4, comme indiqué ici. On voit bien même les octaèdres de la structure, et on s'aperçoit qu'à la surface, il y a effectivement un recouvrement par le carbone. Et ça, c'est la méthode de coating qui nous permet d'obtenir, d'enrobage, des matériaux très performants. Alors voilà un peu les différentes synthèses que l'on peut faire. Alors maintenant, comment fait-on ça? Alors quels sont nos outils? Alors les outils, ça c'est les outils classiques dans le laboratoire. Vous voyez, ça ne coûte pas cher. Un four. Vous pouvez avoir un four à micro-ondes des fois, je vais y revenir par la suite. Des creusets alumine, ou alors dans certaines réactions, eh bien, certains composés, on est obligé de faire ça dans des tubes en quartz scellés, parce qu'il y a une réactivité à l'air de ces matériaux. Alors, également, si on travaille avec des composés du lithium, et je vous ai mentionné des composés du fluor, dans certains cas, on ne peut pas faire ces matériaux à l'air, et je prends directement dans le cas de fluorophosphate, où, vous pouvez voir ici, ce qu'on fait généralement, on utilise ces genres d'appareillage qui consistent simplement sur un tube d'inox que l'on va souder d'un côté, on va y mettre la poudre à l'intérieur, et on va ressouder la surface, et on va faire la réaction dans ce tube d'inox. Ainsi, le matériau ne sera jamais en contact avec l'air. Et ensuite, il y a de nouvelles techniques de frittage rapide. C'est ce qu'on appelle la technique SPS, Spark Plasma Sintering, qui dans ce cas nous permettent d'obtenir des composés relativement rapidement en moins de 1 minute ou 2 minutes. Et c'est ces techniques qu'on utilise aussi fréquemment de nos jours. Et par exemple, je vous montre l'avantage ou l'apport de cette technique lorsqu'on prépare un composé de formule lithium-2-CoPO4F. Eh bien, on peut, avec ces techniques, obtenir les phases pures en 9 minutes, alors qu'il faut plus de 3 ou 4 jours avec les méthodes classiques. Donc cette technique, finalement, elle consiste à appliquer en même temps la pression et à chauffer. Également, on peut faire des empilements et synthétiser des empilements par des diffusions rapides. Vous pouvez voir ici la diffusion que l'on peut avoir du cuivre pour former cette vanillate de cuivre, CuXV2O5. Et vous voyez ici, en fonction du temps, en 4 minutes, la réaction est pratiquement complète. Donc voilà, si vous voulez, un peu une panoplie de ce que l'on peut faire en synthèse céramique, je dirais synthèse haute température. Mais la synthèse haute température, je dirais, elle est relativement limitée au niveau imagination par rapport à la synthèse dont je vais vous montrer maintenant. Alors ça, on faisait ça lorsque, bien sûr, il n'y avait pas de demande en énergie importante et ainsi de suite. Car toutes ces synthèses demandent des températures de 700, 800, voire 1000 degrés, qui sont très demandeuses en énergie. Donc c'est la raison pour laquelle, eh bien, ces 20 dernières années, toute cette chimie a évolué vers ce que j'ai appelé la chimie douce, la chimie des basses températures. Où là, on va préparer des composés métastables et dans lequel, vous allez voir, il va y avoir une relation structurelle entre le composé de départ et le composé d'arrivée. Et je vais essayer de vous illustrer ça sur quelques exemples. Voilà, si vous voulez, où est-ce qu'on est aujourd'hui et comment on travaille sur ces matériaux. Je vous ai montré tout ce qui s'est passé au niveau des procédés céramiques. Et maintenant, il y a toutes ces chimies douces, basse température, dans lesquelles il y a les procédés hydrothermales, solvothermales, il y a le procédé par précipitation, il y a les procédés par micro-ondes, par sonochimie, procédés ionothermales et même la biominéralisation. Bien sûr, je ne vais pas vous montrer toutes ces techniques, mais je vais en prendre une ou deux pour vous montrer l'apport qu'elles peuvent avoir et finalement les opportunités qu'elles présentent au niveau synthèse. Alors, il y a, dans ce cas, la méthode hydrothermale ou solvothermale, ou dans ce cas, tout simplement, on prend des sels solubles de métaux ou de non-métaux, plus une base appropriée, on chauffe à une certaine température pour avoir la précipitation et le mûrissement, si je peux dire, de la phase que l'on souhaite, par le mûrissement d'Ostwald. Ensuite, il y a les procédés basés sur la chimie d'insertion et de désinsertion. Ça, c'est exactement ce qui se passe dans vos accumulateurs. On est en train de simuler ce qui se passe. Et dans ce cas, c'est des travaux qui ont été initiés dans les années 1980 et qui continuent. Il y a les procédés de chimie douce acide-base. Je vous montrerai un exemple dans ce cas qui est un exemple intéressant, où dans ce cas, finalement, le moule va être préparé, si je peux dire, aux températures. Et aussi, je vous présenterai un procédé ionothermal qui est assez révolutionnaire dans le domaine de la chimie inorganique. Alors, on va commencer tout d'abord par aussi quelques notions, c'est-à-dire maintenant, si on passe en chimie de solution, eh bien, il faut là aussi choisir les précurseurs, qu'est-ce qui va être soluble, quels vont être les solvants, et ainsi de suite. Et là, il va y avoir des règles fondamentales. Alors, les règles fondamentales dont le chimiste inorganicien se sert beaucoup, c'est ces fameuses règles de dureté de mollesse, ou d'acide ou de base. C'est-à-dire qu'en ce cas, eh bien, on a ce qu'on appelle des ions durs, qui sont les petites espèces, H+, et I+, ou alors directement des bases dures, F- ou H-. Bon, tout ça, pour vous dire qu'on va tout simplement regarder
cet aspect dureté et mollesse, et le relier à l'énergie réticulaire. C'est-à-dire qu'en ce cas, l'énergie réticulaire, c'est l'énergie nécessaire pour dissocier finalement une molécule cristalline et la séparer complètement. Et ce que l'on regarde ici, eh bien, tout simplement, c'est l'association dur-dur-mou-mou. Et dans ce cas, lorsqu'on aura ces associations, par exemple, si je prends le fluorure de lithium, le fluorure de sodium et le fluorure de potassium, vous voyez qu'en ce cas, LiF va être dur-dur. Si LiF va être dur-dur, eh bien, il sera impossible, ou pratiquement impossible, de le mettre en solution. Alors que la solubilité va augmenter au fur et à mesure que je vais avec le fluorure de potassium. Maintenant, si je prends le cas de l'argent, eh bien, l'argent est relativement large, un large cation, avec le brome qui est relativement large. Dans ce cas, on a un mou-mou qui va être également très stable. Et au fur et à mesure que je vais tout simplement modifier cette dureté mollesse, eh bien, je passe de AgBr à AgF. Dans ce cas, AgBr sera pratiquement insoluble, alors qu'AgF le sera. Et la même chose dans le cas de NaF, NaCN, ainsi de suite. D'où ces notions qui vont être très importantes pour déterminer quel va être le bon solvant ou pas. Alors maintenant, eh bien, de nouveau, le même exercice, je vais faire une réaction de synthèse en chimie de solution. Eh bien, comment vais-je choisir mes précurseurs? Alors, il y a le choix de la nature des précurseurs. Là, automatiquement, le degré d'oxydation devra être identique à celui au départ. Il faut regarder les problèmes de solubilité, les problèmes de coût, mais il faudra également regarder le choix de la nature des solvants, aqueux, non aqueux, et on utilisera souvent des N-méthylformamide ou des méthylsulfoxide. Il faudra regarder la volatilité et également le pouvoir solvatant. Il y a des additifs, on mettra souvent des minéraux pour changer le pH, causer la précipitation, ou voir des bases latentes dont je vous montrerai. On utilisera des agents complexants pour moduler la solubilité des sels ou contrôler l'état d'oxydation. Et enfin, des surfactants pour empêcher que les molécules s'agrègent, mais également pour faire en sorte qu'on puisse tout simplement avoir des molécules orientées ou utiliser cet agent comme agent structurant. Donc voilà à peu près les différentes approches qu'on va prendre. Et bien sûr, lorsqu'on va travailler en solution, il va être primordial de construire un modèle thermodynamique de façon à établir le diagramme de stabilité, solubilité, pH. Et ça, c'est très important. Dans ce cas, ça va être un travail fastidieux dans lequel il faudra écrire les différentes réactions possibles et déterminer les conditions d'équilibre. Je vais vous montrer un peu des exemples sur encore des matériaux très utilisés, dont, une fois de plus, le fameux lithium FePO4. Donc, je vous ai montré la synthèse à haute température, et donc maintenant, je vais vous montrer comment on peut le faire à basse température. Alors, vous voyez, là, c'est les calculs fastidieux thermodynamiques, où on est obligé de trouver le pH auquel ce composé va se former. Et vous voyez qu'en ce cas, on est en pH aux alentours de 7 à 8. D'où par conséquent, on va tout simplement essayer de faire réagir ce composé. Et dans ce cas, on va prendre un sulfate de fer, FSO4-H2O, qu'on va faire réagir avec l'acide phosphorique. Et puisque je dois être dans un pH relativement basique, je vais tout simplement utiliser l'hydroxyde de lithium. Alors lorsqu'on fait cette réaction, si vous faites cette réaction dans l'eau, eh bien vous n'obtenez strictement rien. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas aller à une température assez importante pour créer cette précipitation. D'où l'astuce a été de mettre un solvant à haut point d'évolution, c'est-à-dire des méthylsulfoxyde, dont le point d'évolution est supérieur à 150 degrés. Et dans ce cas, eh bien, on a pu tout simplement reprécipiter le matériau à des températures de 110 à 120 degrés. Et lorsqu'on fait ça, eh bien, on obtient des poudres nanométriques très homodisperses, puisqu'on a une taille moyenne de 140 nanomètres. Et, comme vous pouvez le voir ici, eh bien, ce matériau présente des performances électrochimiques excellentes. Alors, la difficulté avec ce procédé, comme vous allez le voir, c'est qu'on opère avec un sulfate de fer. En effet, si on regarde maintenant la réaction que je viens de vous montrer, vous voyez qu'en ce cas, j'ai un sulfate de fer et j'ai du LiOH. Tout d'abord, je suis obligé de travailler avec 3 fois LiOH en excès, ce qui n'est pas bon pour, tout simplement, l'économie d'atomes dont je vous ai parlé. Ensuite, je travaille avec un FSO4-H2O qui est peu stable et qui va évoluer vers du fer plus 3. C'est-à-dire, je suis en milieu basique, le fer plus 2 n'est pas stable, va évoluer vers du fer plus 3. Donc là, il fallait trouver une astuce pour limiter cette oxydation du fer plus 2 en fer plus 3. Et bien, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on va utiliser dans ce cas ce que je vais appeler une base latente. C'est-à-dire qu'on va mettre un matériau, on ne va pas mettre du LiOH du tout, mais on va mettre de l'urée, que vous connaissez très bien. Et l'urée, eh bien, a cette qualité que si vous la chauffez à une température de 90 degrés, eh bien, vous avez une hydrolyse qui va vous générer une base plus du CO2.
Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement prendre le matériau, les mêmes matériaux qu'auparavant, mais on va utiliser l'urée, c'est-à-dire on n'utilise plus l'hydroxyde de lithium. Ça veut dire qu'en ce cas, eh bien, le fer ne pourra pas s'oxyder en fer plus 3, puisqu'il n'est pas en milieu basique. Et on va faire la réaction, et lorsque je vais arriver à 90 degrés, eh bien là, je vais générer la base automatiquement dans mon réactif. Et c'est ce qui se passe. Ce que vous voyez ici, eh bien, c'est une autoclave dans laquelle on est en train de mesurer le pH en fonction du temps. On se place à une température de 180 degrés, et vous voyez que le pH augmente. Ça veut dire tout simplement que je suis en train de décomposer tout simplement mon urée et créer mon milieu basique. Et quand je fais ça, eh bien, je prépare mon composé, et vous pouvez le voir ici. Voilà la structure de lithium FeO4. Et maintenant, je suis sûr que je n'ai plus du fer plus 3, parce que si je regarde par mass Bauer, eh bien, j'ai tout simplement le signal de fer plus 2. Donc voilà, si vous voulez, comment on peut préparer ces matériaux. Et bien sûr, de tels matériaux se comportent de façon excellente au point de vue cyclage, et ainsi de suite. Alors maintenant, eh bien, je vous ai montré cette synthèse, mais la difficulté, une fois de plus, c'est qu'elle se passe à des températures de 200 degrés, et surtout, on est obligé de travailler en milieu autoclave. Alors la question, finalement, comment pourrait-on travailler en conteneur ouvert? Eh bien, pour cela, on va utiliser ce que j'appelle les liquides ioniques. Ces liquides ioniques, qui sont rien d'autre que des mélanges liquides, finalement, comme du sel de cuisine, du chlorure au sodium, dans lequel, dans ce cas, eh bien, on va pouvoir tout simplement faire réagir nos composés. Quelles sont les propriétés? Elles sont indiquées ici. Elles sont de stabilité et de haute température, et surtout, il n'y a pas de tension de vapeur, ce qui fait que je vais pouvoir utiliser ces matériaux comme tout simplement récipients pour faire réagir mes produits. Et l'avantage, eh bien, c'est qu'on va pouvoir maintenant utiliser ces matériaux comme sel fondu, qui sont l'équivalent finalement du sel de cuisine, et qu'on va pouvoir l'utiliser jusqu'à des températures de 300 à 320 degrés C. C'est-à-dire qu'en ce cas, on va tout simplement remplacer les synthèses qui sont bien connues, qui étaient dans les sels fondus, comme indiqué ici, où on menait des matériaux à très haute température, aux alentours de 7 à 800 degrés, et dans ce cas, on utilisait des sels inorganiques dont la difficulté était tout simplement la récupération, puisqu'en ce cas, on est obligé d'utiliser tout simplement des centrifugations à haute température ou, bien sûr, des solvants capables d'attaquer ces matériaux ou pas. Donc, par conséquent, on a appliqué cela au cas du phosphate, lithium phosphate, une fois de plus. Et ce qu'on fait ici, c'est qu'on va utiliser ces composés pour préparer ce phosphate lithium avec la réactivité qu'on voit ici à 220 ou 250 degrés C. Si on fait cela, il y a l'avantage, c'est que maintenant on peut suivre finalement l'évolution de la réaction. Vous voyez qu'on voit par couleur la réaction qui se produit. Et on peut obtenir par cela bien des matériaux parfaitement nanométriques, comme indiqué sur cette diapositive. Alors maintenant qu'on est dans le cas des liquides ioniques, eh bien, on a tout simplement des cations et des anions organiques, d'où il y en a une infinité de cas. Ce qui fait qu'on va pouvoir, en changeant la nature des liquides ioniques, eh bien, on va pouvoir tout simplement orienter la croissance de nos particules. Ici, je vous ai mis, je ne vais pas aller en détail, différentes sortes de liquides ioniques, et on voit tout simplement que l'on peut obtenir, dans des cas, bien sûr, si on n'a pas la bonne combinaison de cations et d'anions, eh bien, la réaction ne se passera pas. Par contre, dans certains cas, lorsqu'on va utiliser de longues chaînes alkyles, on va pouvoir tout simplement avoir des orientations préférentielles ou pas lors de la formation de ces liquides ioniques. D'où, par conséquent, on voit que ces liquides ioniques jouent le rôle de l'agent structurant dans ces matériaux. Et un avantage énorme de ces liquides ioniques, c'est qu'on va pouvoir maintenant également créer des micelles à l'intérieur de ces liquides ioniques, c'est-à-dire qu'on va pouvoir ajouter quelques ppm de molécules d'eau, que l'on va pouvoir coupler avec des surfactants, et on va pouvoir former ces micelles dans lesquelles tous les composés et les précurseurs seront solubles, et on va pouvoir avoir une croissance comme forme de nanoréacteur à l'intérieur de ce liquide ionique. Ce qui fait qu'on va pouvoir orienter la synthèse et notamment la morphologie des particules. Et si on fait cela, eh bien on obtient tout simplement les différentes formes de lithium FeO4, comme vous pouvez voir ici, avec différentes grosseurs et différentes formes, aiguilles, cubes, et ainsi de suite. Et tout ça de façon homodisperse. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'on peut faire dans le cas des liquides ioniques. Et on peut bien sûr pousser synthèse encore plus loin, où on peut faire des matériaux maintenant avec différentes sortes de composés. Et là, on voit un fluorophosphate,
ou une fois de plus on utilise un liquide ionique. Et dans ce cas, on va changer tout simplement la fonction de mon anion, puisque si j'utilise un anion classique, il va y avoir une réduction et ça conduira tout simplement à la formation de H2S. Et si on obtient ça, on fait ces composés aux alentours de 2,8 volts, ainsi de suite. Alors pourquoi cette synthèse en liquide ionique est très importante? C'est parce qu'elle nous permet d'obtenir de nouvelles phases qui n'avaient pas été préparées jusqu'à maintenant. Je vais illustrer ce point maintenant. Ou, si on regarde les matériaux qui existaient jusque-là, eh bien on avait ces sulfates, FeSO4OH, comme indiqué ici, dont le potentiel était de 3,25 volts vis-à-vis du lithium. Et on avait ce composé, lithium FePO4F, aux alentours de 2,8 volts. Et tous ces composés cristallisent dans la même structure qu'une structure taborite. Vous rappelez-vous, je vous ai dit au début de cet exposé que si j'avais les mêmes structures, eh bien je pouvais tout simplement, en regardant l'ionocovalence de ma liaison, prédire quels pouvaient être les composés à synthétiser. Et si je fais ça, et si je remets ma structure de bande, comme indiqué ici, voilà ce qu'on a. Et vous voyez que lorsqu'on passe de lithium FePO4OH à lithium FeSO4OH, eh bien on va augmenter de 0,8 électronvolts. Donc maintenant, si je veux tout simplement passer de lithium FePO4F à un composé dont le potentiel sera plus important, il faut que je trouve tout simplement un élément qui sera plus électronégatif. Et pour ce faire, eh bien, je vais tout simplement prendre, dans ce cas, le soufre. Et si je vais dans le soufre, eh bien, théoriquement, je devrais avoir un composé qui fasse 3,6 volts. Donc voilà, si vous voulez, un peu la démarche philosophique derrière la recherche de nouveaux composés. Et, par conséquent, le chimiste eh bien, va essayer tout simplement de préparer ce composé avec les outils qu'il a pour le faire. Et, dans ce cas, si on regarde dans la littérature, eh bien, jusqu'à maintenant, il n'y avait aucun composé, si ce n'est l'exception d'un composé au magnésium qui avait été synthétisé, comme indiqué ici. Il avait été fait à 600 degrés, et les auteurs avaient dit tout simplement qu'on ne pouvait pas faire les phases avec les éléments de transition 3D. Donc par conséquent, on a essayé de faire la même synthèse en milieu liquide ionique. Et bien sûr, dans ce cas, lorsqu'on fait une nouvelle synthèse, il y a une démarche, on va faire ce qu'on appelle la méthode Edison, dans laquelle la méthode essai-erreur, où on va faire de nombreux mélanges et voir ce qui se passe. Et on prend nos précurseurs, dans lesquels on utilise un précurseur de sulfate de fer, avec des valeurs de N différentes, et on essaie différentes températures. Et lorsqu'on fait ça, on s'est aperçu que lorsqu'on arrivait à avoir un composé monophasé, lorsque la température approchait de 180 degrés, et lorsque N est égal à 1 plutôt que 7, et lorsqu'on avait des liquides ioniques hydrophobes plutôt qu'hydrophiles. D'où, si vous voulez, c'est à partir de là qu'on a pu synthétiser ce composé, et finalement, voilà la condition idéale dans laquelle il faut N égale 1, et de nouveau, dans ce cas, eh bien, il faut tout simplement avoir un liquide ionique hydrophobe. Et si on fait cela, eh bien, voilà un nouveau composé qui n'avait jamais été rapporté auparavant, qui a une structure taborite, et dont le potentiel, comme vous pouvez le voir ici, est de 3,6 volts, comme on avait tout simplement prédit par ce simple calcul avec l'effet inductif. Donc voilà, si vous voulez, comment préparer de nouveaux matériaux. Alors maintenant, il y a ce fameux composé d'intercalation qu'on utilise pour des accumulateurs. Et ce fameux composé d'intercalation, eh bien, on va pouvoir tout simplement maintenant l'oxyder ou le réduire. Et on va pouvoir le faire chimiquement. Et là aussi, on va le faire chimiquement en utilisant des réactants, comme indiqué ici, des oxydants. Et on va pouvoir, comme indiqué, obtenir le composé délithié. Et vous voyez, dans ce cas, ce que je vous disais, c'est que lorsqu'on va dans votre accumulateur au lithium, lorsque vous allez directement charger ou décharger une électrode, vous voyez, la structure est maintenue. Vous avez de faibles distorsions, comme indiqué ici, dans laquelle les ions vont tout simplement partir et vont aller occuper, s'il vous plaît, les différents tunnels de cette structure. Il y a un va-et-vient continu dans ces différentes structures. Donc voilà ce composé que l'on peut faire. Et ce qui est important est l'aspect innovant de cette synthèse, que si on regarde ces composés maintenant, et si on va en température, bien on s'aperçoit que ces composés se décomposent à une température de 350 degrés C. La raison pour laquelle bien, les méthodes céramiques dont je vous ai mentionné auparavant eh bien, ne pouvaient pas fonctionner. Et aussi important, c'est que ces composés sont également solubles dans l'eau. La raison pour laquelle, eh bien, tout simplement, les méthodes de synthèse en milieu aqueux n'avaient pas pu fonctionner, puisque dans ce cas, il nous fallait seulement le liquide ionique pour le faire. D'où la question est, finalement, pourquoi cette synthèse qui est relativement simple marche, et pourquoi il nous faut un liquide ionique?
Et pourquoi il nous faut finalement cette phase n égale 1? Eh bien, pour faire répondre à cela, on va regarder tout simplement des mesures d'analyse thermique. Ce que vous regardez ici, c'est la perte en poids par rapport, tout simplement, à la température. Et on s'aperçoit qu'à la température de 200 degrés C, pour le produit au départ, il y a une perte d'eau aux alentours de 250 degrés C. Par contre, si on utilise le liquide ionique, eh bien, cette perte est repoussée vers de hautes températures. Ça veut dire qu'en ce cas, eh bien, le liquide ionique va entraîner un décalage cinétique dans le départ d'eau. Et vous allez voir que ce décalage cinétique eh bien, va être finalement la raison pour laquelle cette réaction marche. Alors maintenant, pourquoi finalement il faut que le précurseur soit la structure n égale 1? Et là, vous allez voir l'importance de la filiation structurale entre le matériau de départ et le matériau d'arrivée. Voilà mon précurseur ici, dans lequel vous pouvez le voir qui est représenté sur la direction 1, 1, 0, et le matériau d'arrivée qui est représenté sur la direction 1, 0, 0. Et lorsque vous regardez ces deux structures, eh bien, vous voyez qu'il y a le même agencement d'octaèdres et de tétraèdres qui se connectent entre eux pour former ces chaînes d'octaèdres, avec des cavités qui sont plus ou moins distordues lorsque vous allez d'une structure à l'autre. Par contre, ce qui est important, et la clé de tout cela, c'est que si vous regardez au niveau de cet octaèdre, dans ce cas j'ai un fluor, et dans ce cas j'ai une molécule d'eau. Eh bien, ce qui se passe durant ma réaction, eh bien, c'est tout simplement que je vais avoir le fluor qui va aller remplacer l'oxygène de cette molécule d'eau, et avec en même temps l'insertion d'un lithium pour compenser pour la charge. Et tout simplement une réaction d'échange cation-anion. Alors maintenant, pourquoi cela marche et pourquoi directement ce départ d'eau est important? Eh bien, je vous ai fait ici un simple modèle dans lequel vous allez avoir deux situations. Dans le premier scénario, vous avez un départ rapide de l'eau. Et lorsque vous avez un départ rapide de l'eau, comme vous allez voir, voilà l'eau qui s'en va et le fluorure de lithium n'a pas le temps d'arriver que la structure est déjà transformée. Et dans ce cas, la réaction ne fonctionnera pas et vous ne pourrez jamais former ce composé. Par contre, maintenant, si vous ajustez la cinétique eh bien, de départ d'eau avec le liquide ionique, eh bien, c'est ce qui se passe. Là, maintenant, la molécule, vous voyez, le fluorure de lithium arrive, et regardez la structure se transforme et la réaction se produit. Donc voilà, si vous voulez, l'importance de ces différentes réactions et comment on peut faire cela. Alors, bien sûr, là, on a trouvé un mécanisme. Maintenant, ayant compris le mécanisme, eh bien, vous avez une réaction qui n'était pas connue et qu'on va pouvoir généraliser. Donc maintenant, puisqu'on a montré l'importance du précurseur, eh bien, il va falloir, dans ce cas, voir tous les composés qui ont les mêmes précurseurs, dans lesquels les phases hydratées existent dans les mêmes précurseurs, et ensuite, eh bien, tout simplement, faire une synthèse identique. Eh bien, lorsqu'on fait ça, eh bien, effectivement, on peut préparer toute une autre famille de phases avec le lithium, comme indiqué ici. On peut également le faire avec le sodium, et je passe tout ça. Tout ça, ça marche. Et on arrive finalement à préparer toute une nouvelle famille de matériaux qui, de cela un an et demi, n'étaient point connus. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui plus de 30 nouvelles phases avec des propriétés très intéressantes, puisqu'un matériau que je vous ai dit est un matériau qui a des propriétés d'un point de vue électrochimique pour tout ce qui est les batteries à ion lithium, qui est lui qui a fait SO4, et un autre matériau qui a des conductivités ioniques relativement intéressantes pour agir en tant que directement électrolyte pour batteries à ion lithium. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'on peut apporter dans le cas de ces liquides ioniques. Eh bien, si on regarde finalement au niveau de la synthèse inorganique ce qui se passe à l'heure actuelle, eh bien, on voit tout simplement que ce qu'on avait jusqu'à 3 ou 4 ans, eh bien, il y avait deux mondes. Le monde des chimistes de la solution, qui travaillaient avec des solvants dans ce domaine de température, mais qui n'osaient pas tout simplement aller entre 200 et 300 degrés pour tout simplement le manque de solvants appropriés. Il y en avait, de l'autre côté, les céramistes, que je vous ai mentionné, qui, eux, pouvaient aller à haute température, mais qui ne pouvaient pas non plus aller dans ce domaine, car dans ce cas, il n'y avait pas une diffusion assez importante des éléments pour avoir ce transport de matière qui est nécessaire. Et finalement, avec l'arrivée eh bien, des liquides ioniques, on a ouvert toute une nouvelle possibilité de synthèse pour stabiliser de nouvelles phases, de nouveaux matériaux d'électrodes, qui soient, bien sûr, importants pour découvrir de nombreux composés organiques, qui soient des matériaux pour l'électrochimie, des matériaux pour les thermoélectriques et toute autre classe de matériaux. Donc, si vous voulez, c'est, je dirais, une nouvelle jeunesse pour cette électrochimie. Et je vais en profiter pour conclure. Je m'excuse. Voilà.
Et je terminerai en espérant vous avoir convaincu sur l'importance des matériaux, mais également la complexité de leur élaboration. Je vous ai montré qu'il y avait une chimie dure qui permettait d'opérer à très haute température pour avoir des composés, mais pas optimisés. Je vous ai montré comment la chimie douce nous permettait de préparer des matériaux métastables. Et enfin, la chimie du futur, si je peux dire, sera certainement dirigée vers des approches biomimétiques, bio-inspirées. Tout cela, ça a été servi pour faire des matériaux qui sont aujourd'hui ou vont être utilisés dans vos accumulateurs ou dans les véhicules électriques. Mais ce qui est très important, c'est que la synthèse organique, vous avez vu, elle repose sur quelques règles, une dizaine de règles, qu'il faut à tout prix savoir pour pouvoir finalement structurer nos matériaux et déterminer les collaborations. Et finalement, malgré tout ça, je crois que la chimie, d'abord c'est l'intuition, ensuite la prédiction, l'expérience, car c'est toujours une expérience qui ne marche pas, qui va directement vous donner la route vers de nouveaux composés, et bien sûr l'observation. Et je vous remercie de votre attention et prêt pour des questions si vous le souhaitez.